Vous êtes là, vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans l'univers de l'ermite. Et dans cette série, le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, un archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration et laisse l'énergie du jour t'habiter. Avant de parler de l'énergie de l'ermite telle qu'on la connaît adulte, j'aimerais qu'on remonte un peu plus le fil du temps jusqu'à son enfance. Alors, l'enfant ermite, c'est souvent ce petit enfant élevé dans un environnement calme, paisible, avec peu d'agitation autour de lui. On peut imaginer une maison à la campagne, par exemple, isolée, sans beaucoup de distractions. Peut-être qu'il n'avait pas de télévision, pas trop de jouets, en tous les cas, rien qui vienne détourner son attention. On l'a laissé ou forcé à apprivoiser le silence. C'est un enfant à qui on apprend très tôt à se débrouiller seul. Et souvent, il n'a pas vraiment eu le choix. Parfois, cet enfant ermite a été élevé par des parents très âgés ou carrément par des grands-parents. Peut-être même par des personnes adoptives, déjà dans la vieillesse. Il y a, en tous les cas, ce rapport au temps ralenti, au monde des anciens, à la sagesse transmise par le bruit. Dans d'autres cas, ce sont les parents qui ont été très spirituels, portés sur la méditation, sur la contemplation, sur le retrait du monde matériel. Des parents portés sur la prière. Ils ont évité tout ce qui est superficiel ou trop bruyant pour cet enfant. Ils lui ont appris à aimer la nature, à se relier au vivant. Mais, quoi qu'il en soit, il y a une forme d'isolement très présente dans l'enfance de l'ermite. Soit parce que les parents n'étaient pas là, soit ils étaient là, mais absents intérieurement. Il y a eu beaucoup de non-dits, peu d'échanges, une forme d'amour silencieuse qui laisse l'enfant livré à lui-même sans cadre clair ni réponse à ses grandes questions. Alors cet enfant, il observe, il pense, il réfléchit beaucoup, très beaucoup. Il se replie sur lui, en lui. Il comprend vite, il ressent profondément. C'est un petit être déjà philosophe, introverti, qui cherche très tôt un refuge intérieur pour pouvoir traverser l'inconnu autour de lui. Il s'est souvent senti perdu et peut-être qu'il se perdait facilement, au sens propre comme au sens figuré. Et au fond, c'est de là que naît sa quête. Il veut comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait ici, quel est le sens de la vie, et surtout, pourquoi ils se sont toujours si seuls. La construction d'un être à part. Tout ça construit un être débrouillard, mystérieux, à la fois en retrait, mais doté d'une grande profondeur intérieure. Il développe alors très tôt la capacité à se contenter de peu, à observer les autres, la vie, le monde. Il apprend à voir au-delà du superficiel. Il devient celui qui ressent ce que les autres taisent. Et souvent, il cherche la vérité sur lui-même, sur l'humain, sur les âmes. Alors plus tard, cet enfant devient un adulte en quête permanente de sens. Il peut devenir un maître spirituel, un enseignant profond, un guide de l'ombre, parce qu'il aura intériorisé tout ce qu'il n'a pas reçu. À force de réfléchir, d'avoir réfléchi, contemplé, cherché dans son silence, il devient alors un passeur d'âme, un sage. Sauf que parfois, comme dans toutes les énergies, peut basculer dans l'excès. Et là alors, on voit l'autre face de l'ermite. Celui qui répète les mêmes schémas sans comprendre pourquoi. Celui qui met trop de temps à comprendre, à agir, à sortir de son mental. Et encore, quelqu'un qui a peur de la solitude, mais qui s'y enferme quand même. Dans la vie de tous les jours, l'ermite, c'est celui qui va se réfugier dans la nature, qui va parler aux arbres, aux animaux. Ils sent ce lien profond avec le vivant, mais pas forcément avec les humains. C'est pas parce qu'il n'en a pas envie, mais simplement parce qu'il n'en a pas eu l'habitude. C'est quelqu'un qui va aimer profondément et qui a besoin de beaucoup de temps pour pouvoir faire confiance, pour comprendre ce qu'il ressent lui-même et pour pouvoir y mettre des mots. Il est souvent lent à s'ouvrir, à s'engager.
Lui, il préfère prendre le temps de bien faire plutôt que de faire dans la précipitation. D'ailleurs, dans sa vie sentimentale, souvent ses partenaires se plaignent. Il me parle jamais, il me cache quelque chose, il me dit jamais rien. Voilà un peu l'ambiance. Dans la vie de tous les jours, quels sont les événements qui sont marqués par cette énergie de l'ermite? Par exemple, quand tu as une insomnie à cause de questionnements que tu te fais sur ta vie. Ça, c'est très ermite. Quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un et qu'il est marqué par un long moment de silence. C'est l'énergie de l'ermite. Également, le pèlerinage en lui-même, même s'il est court. Prendre le choix de ralentir, même quand tout autour s'agite. Se déconnecter volontairement des réseaux sociaux, du téléphone, pour pouvoir retrouver toi, ta propre voix. C'est également passer un dimanche seul à écrire, danser, méditer. Bref, sentir que cette solitude n'est pas un manque, mais un temple. C'est aussi très ermite de relire des vieilles lettres, des vieux journaux intimes, des souvenirs. Fait de se reconnecter à celui ou celle que tu étais. Prendre le temps d'observer les gens dans un café, au bar, dans un métro, et d'essayer de deviner leurs histoires, sans jamais leur parler, bien sûr. C'est très ermite aussi de ne pas répondre tout de suite à un message, parce que simplement l'ermite veut répondre juste pas vite. C'est aussi ce sentiment de se sentir que tu n'es pas à ta place dans une fête ou dans un endroit trop bruyant. C'est très ermite aussi d'avoir une conversation avec soi-même dans le noir juste avant de dormir. Par exemple, une situation au travail qui peut être ermite, prendre un congé ou un arrêt pour un épuisement ou un burn-out. C'est quand tu dis stop, que tu as besoin de solitude pour te retrouver. Ou également travailler en freelance depuis chez soi. En amour, c'est aussi aimer quelqu'un en secret, mais ne pas oser le dire. Également se retirer d'une relation pour pouvoir réfléchir, prendre du recul, faire le point. C'est aussi l'ami qu'on appelle pour parler de sujets profonds, spirituels, existentiels. C'est pas celui qui va parler beaucoup, mais quand il parle, ça résonne, c'est profond, c'est sage. L'ermite, c'est aussi, dans la vie de tous les jours, choisir un mode de vie simple, minimaliste, sans excès. Dans les émotions, ça peut aussi symboliser la nostalgie, la mélancolie. C'est aussi quand tu prends enfin le temps de pleurer seul, en silence. L'ermite symbolise également le jeûne ou un voyage intérieur. Le fait d'écouter son corps et de s'arrêter quand il nous envoie un signal. Non, l'ermite il n'attend pas que ça casse pour ralentir. Il honore le rythme de son être vivant. Alors maintenant parlons un peu d'amour. Dans un tirage amoureux, l'ermite peut parler de quelqu'un justement qui ne s'exprime pas facilement, qui a du mal à nommer ses sentiments, qui peut partir dans un silence sans prévenir parce qu'il a besoin de cette solitude pour comprendre ce qu'il est en train de vivre. C'est aussi une énergie qui peut montrer que la personne est encore en train de guérir de quelque chose, qu'elle recherche encore la paix, la clarté, la lumière intérieure. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, comme je l'ai dit avant. Et souvent, il ne sait pas comment l'expliquer à son partenaire. Quels sont les conseils de cet ermite? Si, dans un tirage, l'ermite sort pour toi comme conseil, il t'invite à ralentir, prendre le recul, de te retrouver toi-même, d'écouter ton propre silence intérieur, et de chercher la vérité à l'intérieur de toi, pas dans le regard des autres, pas chez les autres. C'est cet appel à faire un pèlerinage intérieur, à te reconnecter à l'essentiel, de couper ce bruit extérieur pour entendre ce que ton âme te dit. S'il y a trop d'énergie justement d'ermite, s'il est en excès, ça veut dire quand c'est excessif, ça va être bien évidemment négatif. Ok, il faut un équilibre dans la vie. L'ermite alors dans l'excès peut devenir un piège, quelqu'un qui se coupe du monde. C'est quelqu'un qui va disparaître sans prévenir, qui réfléchit trop et ne passe pas à l'action. Il peut devenir alors prisonnier de sa propre solitude. Souvent, c'est lié à l'enfant qu'il a été, qui n'a jamais appris à exprimer ce qu'il ressent, qui n'a jamais vu ce modèle de communication. C'est pour ça qu'il est si important de comprendre l'enfant intérieur de chaque arcane, pour comprendre ses blocages et de les transformer, ou de les comprendre chez les autres aussi, plus tolérants. Simplement.
Passons maintenant à des choses vraiment cool. L'ermite me fait vachement ressentir le personnage de Marcelino Panevino, les gars. C'est Marcelino Panevino, je sais pas si vous connaissez. Marcelino Panevino. Oh, j'adorais ce dessin animé quand j'étais petite, mais je l'adorais. Alors, c'est ce petit garçon qui parle avec les animaux. Il est orphelin. Il a été élevé dans un couvent par des moines. Il grandit loin du tumulte du monde, dans un cadre silencieux, sobre, simple, justement très ermite. Il n'a pas de frères et sœurs, pas de jeux bruyants. Il vit, lui, dans une atmosphère de prière, de contemplation, de rites anciens. Il apprend à vivre seul. Et c'est vrai que il a une connexion naturelle avec l'invisible. Il va parler à Jésus, mais aussi aux animaux, à la nature, à ce qui n'est pas humain. Donc, Marcelino est comme un pont entre le ciel et la terre, entre le silence des adultes et la tendresse du divin. Il ne prêche pas, il ne cherche pas à convaincre, il est juste là avec ses gestes simples, ses paroles vraies, son cœur grand ouvert, comme l'ermite. Alors, Marcelino porte une lumière sans projecteur. Il console, il écoute, il donne sans attendre. On va voir au fil des épisodes, il passe beaucoup de temps seul dans son grenier, là où il va rencontrer la présence divine. Ce grenier devient alors sa grotte intérieure, son sanctuaire, son espace de révélation, exactement comme l'ermite qui se retire pour recevoir la lumière. Il va alors transmettre l'amour, la foi, la bonté silencieuse, même aux adultes autour de lui. Et à la fin, sans vous spoiler, si vous voulez vous refaire les épisodes de Marcelino Panevinus, il quitte son monde d'une manière très spirituelle, comme un passage initiatique dans la lumière. Donc oui, l'ermite c'est aussi ça, la sagesse, la tendresse douce, silencieuse, cette lumière intérieure qui cherche pas à briller, mais juste à briller à l'intérieur de lui. Il y a également, pour vous citer quelques autres personnages, Rafiki dans le royaume, mais bien évidemment, il a l'énergie de l'ermite. C'est le sage un petit peu excentrique, marginal, un peu mystique, qui vit à l'écart. Il sait beaucoup plus que ce qu'il veut bien dire. Il va guider, mais sans jamais imposer. Il va avoir cette sagesse, ces réflexions philosophiques. Il va vouloir éclairer Simba tout au long du dessin animé. Alors, passons au métier que l'ermite aime, apprécie, même si c'est pas toujours la mission d'âme de cette énergie, mais plus, on va dire, kiffé par l'énergie. Bibliothécaire, c'est un temple silencieux, il y a plein de savoirs anciens, ils se sent comme chez lui, il peut être éclairé et touché par des mots. On peut penser également à archiviste ou conservateur, encore une fois, les choses anciennes, les traces du passé, du mystère, qui sont contenues dans des objets, dans les documents. On pense aussi aux moines, aux religieux contemplatifs, également aux gardiens de cimetières. Oui, il est à l'aise, l'ermite, avec les cycles de la mort, le passage au deuil. Il va pas fuir tout ce que les gens vont éviter, d'accord? Il y a aussi le fait d'apporter de la lumière dans ces moments sombres, dans ces moments d'ombre. Donc, on peut aussi parler de veilleur de nuit, veiller pendant la nuit, pendant que les gens dorment. Les métiers où l'énergie de l'ermite vit pleinement à son prime, à son potentiel, là où il est pleinement lui, où cette énergie rayonne. Donc, elle va rayonner en tant que thérapeute holistique. Pourquoi je peine? Psychologue spirituel. Il va guider les autres vers leur propre lumière. On parlera également d'écrivains, de poètes, de philosophes, avec cette énergie, de guérisseurs énergéticiens, magnétiseurs. Il soigne son bruit, il capte l'invisible. Il va agir dans le subtil. Et il ne cherche pas à se montrer, bien évidemment. C'est aussi un bon accompagnant en fin de vie, un passeur d'âme, un chaman. Et il va être aussi bon pour enseigner spirituellement ou guider. Maintenant, passons aux choses un peu plus croustillantes, même si ça ne l'est pas énormément avec l'ermite, la sexualité. C'est plus un voyage intérieur. D'ailleurs, tout est quête de voyage intérieur chez l'ermite. Il ne vit pas la sexualité comme une satisfaction physique, d'accord? Pour lui, c'est une rencontre. C'est une fusion entre deux âmes qui va chercher à s'unir dans la profondeur, à s'unir dans cette confiance, dans cette vérité, dans cette nudité remplie de vérité.
Donc lui, il aura besoin de temps, de connexion au-delà du corps avant que son désir s'éveille, d'accord? Ce qui lui fait fantasmer à l'ermite, ça va être l'intensité du regard, sans mots, juste entendre le regard, le souffle, juste cette présence qui est lente. Il n'y a pas de conversation, c'est juste très intense, magnétique dans le regard, dans cette présence-là. Il va mettre de la conscience dans les caresses, ouais, dans le toucher à l'autre. C'est vraiment découvrir le corps de l'autre sans avoir vraiment hâte. C'est vraiment respectueux. Il va être respectueux. C'est que c'est un espace sacré. D'ailleurs, lui, ce qui lui fait fantasmer, c'est un moment intime dans la nature, sous les étoiles, simple. Donc oui, concernant la sexualité, l'ermite va être discret, réservé. Il va pas vouloir imposer ou exposer ses désirs. D'ailleurs, c'est à en dire, hein. C'est même pas sûr qu'il en ait, ou très peu. Il vit pas pour ça. Il a un besoin de confiance absolue pour se montrer, pour se dénuder. Pour lui, encore une fois, l'acte, c'est pas une performance ou du plaisir. C'est un échange, une offrande. Il y a un sens dans l'acte sexuel. Il va mettre du temps avant de s'engager, avant de passer à l'acte. Il y a un respect, il y a tout un... Ça peut être pour une religion, par respect de son propre corps à lui, ou du corps de l'autre. C'est vraiment cette ambiance-là. Il va souvent choisir une chasteté, choisir l'abstinence. Le sexe, hyper lent, très lent. Soit ça va être vraiment long, donc le fait de mettre du temps à avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, ou même dans le rapport en lui-même, très long. Alors si le partenaire en face aime quand c'est plus dynamique, ça va être difficile à s'entendre. Bon, assez parlé de sexualité, je crois que j'ai mis du temps à parler là. On va parler des peurs de l'ermite. Quelles sont ses peurs? Lui, il a peur de ne jamais être compris. C'est à cause d'une blessure ancienne qu'il a eue. Il a parlé une fois, deux fois, peut-être qu'on ne l'a même pas entendu. Alors il s'est tu. Il a peur. D'ailleurs, en parlant de l'enfance, c'est aussi... Voilà, j'ai oublié de noter ça. J'ai oublié de vous le noter. Mais ça me vient maintenant, donc je vais vous le dire. Je vous le dis une fois, pas deux. Je sais même plus ce que je voulais dire. Super. Ah oui, concernant l'enfance. L'ermite enfant, souvent, il met du temps à parler. Ça veut dire que, vous savez, des fois, il y a des enfants qui parlent à 5 ans, ou même pas, même plus, d'accord? Il y a des problèmes avec le langage, l'expression. Soit il y a eu un choc émotionnel, ou soit pas. Peut-être c'est comme ça, mais souvent c'est dû à un choc, même si c'est transgénérationnel. Il peut y avoir des mémoires dans les gènes du papa et de la maman, n'est-ce pas? C'est vrai que là, j'ai rien écrit sur le père et la mère, vu que l'ermite est assez tout de même détaché du père et de la mère, que ça soit volontaire ou non. Du coup, ça va donner des difficultés d'expression petit. Ou alors, le fait de se taire, ça a été forcé ou choisi. Donc oui, voilà, une blessure ancienne, il l'a parlé une fois, deux fois, peut-être. On ne l'a pas entendu, alors il s'est tu. Il a peur de se livrer et que ses mots tombent dans le vide. Il préfère le silence au malentendu. Deuxième peur, c'est d'être envahi ou noyé dans les émotions des autres. L'ermite ressent beaucoup, mais il met du temps à digérer. Les liens qui sont trop intenses, rapides, fusionnels, l'épuisent. Il a peur d'être submergé, dissous dans l'autre. Il y a un besoin de se reconnecter à lui-même. Il n'a pas l'habitude on lui a pas donné l'habitude de lui donner beaucoup de surexcitation autour de lui. Il a peur également de la superficialité. Les relations légères, les conversations sans profondeur, les apparences superficielles, ça le coupe de lui-même. Il a peur de s'y perdre, de s'y trahir, de s'oublier et d'oublier ce qui compte vraiment. Donc on va revenir maintenant au trauma, les principaux traumas de l'ermite. Le trauma du silence imposé. Dans son enfance, on ne lui a pas demandé son avis. Peut-être qu'on lui a dit de se taire ou qu'on n'a pas répondu à ses grandes questions. Il a appris alors à intérioriser, à chercher seul pour ne déranger personne. C'est ainsi qu'il est devenu son propre refuge. Le trauma de l'abandon émotionnel.
Il n'a pas forcément été maltraité, mais il n'a pas été nourri émotionnellement, hein. Il y a des présences absentes. Corps là, cœur ailleurs. Il a dû apprendre à s'auto-réconforter très jeune. Et aujourd'hui, il a parfois du mal à demander de l'aide. Le trauma de la différence. Il ne pensait pas comme les autres. Trop profond, trop long, trop sensible, trop silencieux. On l'a peut-être moqué, mis à l'écart, jugé comme étrange. Alors, il s'est coupé des autres pour se protéger. Le trauma du non-sens. Il a vécu un moment de vie absurde, douloureux, injuste, une perte, un deuil, une cassure. Quelque chose d'incompréhensible qui a brisé son lien au monde. Depuis, il cherche les sons, la cohérence, la lumière dans l'obscur. Il ne supporte plus de vivre sans alignement. Quant aux red flags de l'ermite, ces red flags sont discrets, parfois presque invisibles, parce que l'ermite ne crie jamais ses déséquilibres. Parce que quand il est en excès, dans la version désalignée de lui-même, ces signaux peuvent apparaître et peuvent blesser les autres, mais aussi se blesser lui-même. Donc, voici les 3 importants red flags qui peuvent ressortir avec cette énergie. Il va disparaître sans prévenir. S'il est dépassé, troublé ou qu'il sent qu'il perd pied, l'ermite peut se retirer du jour au lendemain, comme ça, sans explication. C'est le ghosting. Je sais pas si on dit ça comme ça. Ghosting. Ouais. Il s'éteint, il va couper le lien. Même avec ceux qu'il aime. Ce retrait est souvent une fuite intérieure, camouflée en besoin de solitude. Mais alors, le silence devient une arme passive et peut faire souffrir les gens autour de lui. Donc son red flag, c'est la tendance à se protéger en coupant les liens plutôt qu'en dialoguant. L'ermite va tout intellectualiser, même ses émotions. Alors, au lieu de vivre ou d'exprimer ce qu'il ressent, l'ermite peut tout analyser, tout décortiquer, tout rationaliser. Il met des mots au lieu de mettre des larmes. Il l'explique au lieu de ressentir. Il devient un philosophe figé, un sage sec. Et cela peut l'empêcher de se connecter vraiment à l'autre, dans la vulnérabilité. Red flag caché, la sagesse utilisée comme barrière émotionnelle. 3e, red flag, il attend que l'autre devine ce qu'il ressent. Parce qu'il est très intuitif, alors il croit souvent que les autres devraient aussi ressentir ou comprendre comme lui. Mais il oublie que tout le monde ne lit pas dans les silences comme lui. Et au lieu alors de parler, il se renferme. Résultat, frustration, incompréhension, solitude renforcée. Red flag caché, c'est le mutisme affectif mêlé à des attentes implicites. Voilà, en résumé, l'ermite blesse rarement par intention, hein, mais souvent par silence, par distance ou par excès de recul. Il croit se préserver, mais parfois il ferme la porte à l'amour, hein, sans s'en rendre compte vraiment. Mais parlons un peu de positif. Les green flags de l'ermite, bien évidemment. Quand l'ermite est à son plein potentiel, quand il est juste dans son rayonnement de son énergie. Ça devient une présence vraie, apaisante, sans jugement. Avec lui, tu peux respirer, tu peux avoir des silences sans malaise, ne plus porter de masque. Il ne va pas t'interrompre, il va t'écouter vraiment, avec l'âme. Tu ressens qu'il voit qui tu es, même quand il ne dit rien. C'est comme une lanterne humaine. Il l'éclaire. Il t'offre un espace de paix, de lenteur, de sécurité profonde. 2e green flag, une fidélité intérieure et une loyauté rare. L'ermite ne fait pas semblant. Il ne vient pas vers toi par ennui. Il ne reste pas avec toi par intérêt. Quand il est là, c'est par choix profond. Et quand il aime, il ne se disperse pas. Il est fiable, constant, discret, mais solide. Il n'a pas mis l'ami. Bon, d'ailleurs, il n'en a presque quasiment pas. Je pense pas qu'il dise qu'il a un ami. C'est rare. Mais s'il t'a choisi, alors il ne te lâchera pas. Il te sera loyal. 3e green flag. Il a une capacité à te guider, mais sans t'imposer. C'est pas celui qui va te donner des conseils à tout va. Il attend que tu sois prêt. Si un jour tu es perdu, alors il te dira, écoute, je vais pas te dire quoi faire, mais si tu veux, je peux t'accompagner.
Tu vois, sa sagesse ne va pas dominer, elle va révéler. Avec lui, tu te sens libre d'être toi-même. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que l'ermite pense de cette génération 2025. Qu'est-ce qu'elle apprécie d'abord? La soif d'authenticité et de sens. Voir que beaucoup de gens cherchent à sortir du superficiel et à vivre en accord avec leurs valeurs profondes. Il y a aussi l'ouverture à la diversité. Cette génération ne cherche pas un modèle unique, elle explore, elle expérimente et accepte les différences. La prise de conscience écologique, le lien avec la terre et la nature, le respect qu'il y a et cette prise de conscience. Ce qu'il est moins alors dans cette génération 2025, c'est la rapidité excessive et l'impulsivité, l'ère de l'immédiat. Il craint justement que rien soit amené en profondeur au profit justement de la vitesse et de cette superficialité. La dépendance aux réseaux sociaux et à l'image, ce masque numérique et cette pression constante à performer et à être visible lui paraît éloigné du vrai soi, du silence intérieur. Il n'aime pas le manque de patience et le manque de recul. Justement, cette envie de résultats rapides empêche souvent la contemplation, la réflexion en profondeur, la maturation intérieure. Donc, on vient au fait, les conseils de l'ermite, qu'est-ce qu'il voudrait apporter à cette génération 2025? De prendre le temps de se connaître vraiment, sans jugement, sans distraction. De ne pas fuir la solitude, que cette solitude est une alliée précieuse pour entendre sa propre voix. Il va vouloir pousser aux Jones de chercher la vérité en soi, pas qu'aux Jones. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les gars, c'est parce que l'ermite, c'est une vieille énergie, c'est une vieille âme. On va justement souvent aussi dire, j'ai complètement oublié plein de choses sur l'enfance, de dire que c'est une vieille âme, que peut-être il a vécu une autre vie. On sent que cette personne, déjà enfant, il y a quelque chose de vieux qui vient d'une vie antérieure. Bref. C'est pour ça que je parle comme ça. Il va te dire de chercher la vérité en toi, pas à l'extérieur, ni dans le bruit du monde. D'accueillir ses propres peurs et ses propres blessures comme des guides, pas comme des ennemis. De respecter le rythme de la nature. Et qui dit rythme de la nature, dit aussi celui de ta vie et celui de ton âme. De cultiver la patience et la présence. Car sagesse vient avec le temps et le silence. Comment on reconnaît l'ermite dans la vie de tous les jours? Quels sont ses tics verbaux? Le silence, bien évidemment, et la lenteur pour répondre. Il va prendre le temps avant de parler, comme s'il pesait chaque mot. Il réfléchissait profondément avant de se livrer. Il va parfois, justement, parler avec un ton calme, posé, presque chuchoté. Quand l'ermite parle, il va souvent glisser des petites réflexions profondes, des questions existentielles ou des métaphores liées avec la nature, avec le temps ou avec le cheminement intérieur. Il va aussi éviter des conflits verbaux. Il préfère souvent changer de sujet ou alors répondre par des silences parce que il n'a pas envie de s'engager dans des débats émotionnels. Il n'aime pas ça, d'accord? Et l'éthique physique, les comportements corporels par exemple. Alors, c'est cette posture légèrement recroquevillée ou en retrait. Il peut se tenir un peu en retrait dans un groupe, les épaules un peu tombantes, comme s'il cherchait à se faire petit, à ne pas attirer l'attention. Donc il aura tendance aussi à se déplacer lentement, avec prudence. Il n'a pas l'énergie du geste brusque ou rapide. Lui, ses mouvements sont mesurés, réfléchis, presque méditatifs. Il va souvent sembler dans sa bulle, même quand il est entouré. On sent, chez l'ermite, une profondeur calme en lui, une sagesse qui n'a pas besoin de l'exprimer. Il n'a pas besoin de bruit pour s'imposer. Phrase d'inspiration avec l'énergie de l'ermite. La lumière la plus brillante est celle qui vient de l'intérieur. Qui cherche la vérité doit apprendre à marcher seul. Il faut parfois s'éloigner du monde pour mieux s'y retrouver. Le silence est la parole la plus puissante. Le sage ne dit pas qu'il sait. Le fou ne sait pas ce qu'il dit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Dans un monde qui court toujours plus vite, je veux te rappeler ta valeur. La valeur du silence, de la lenteur, de l'écoute profonde. Je t'invite à redescendre à toi-même, à embrasser la solitude non comme une absence, mais comme un espace sacré où naît ta lumière intérieure. Car dans ce recueillement se forge ta sagesse.
celle qui ne se trouve ni dans le bruit, ni dans la parole, mais dans la paix d'être simplement toi. Et j'aurais une petite question pour vous. Quand as-tu pris le temps pour la dernière fois de vraiment t'arrêter et d'écouter ton silence? As-tu peur de la solitude? Qu'est-ce que la solitude t'a déjà appris sur toi-même? Plein de lumière et d'amour à vous.